Bonjour à tous, amis de la RH. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir une femme pétillante et pleine d'énergie. J'ai nommé Nathalie Estella. Bonjour Nathalie. Bonjour Béatrice. Alors Nathalie, tu as un sacré titre puisque tu es la Global Learning and Development Chief Officer d'un groupe bien connu, le groupe Sodexo. Je rappelle juste quelques chiffres qui donnent un peu le tournis, parce que Sodexo, c'est un peu le grand géant de la restauration collective. Et je faisais des recherches et je suis tombée sur quelques datas. Et je me suis dit, ah oui quand même. Sodexo, c'est plus de 430 000 collaborateurs. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est 430 000 collaborateurs ? C'est un peu moins que le nombre d'habitants de la ville de Toulouse. Donc je me suis dit, ça doit être vertigineux. C'est 45 pays. Et puis c'est une mission, c'est nourrir plein de bouches, notamment prochainement les bouches des 15 000 athlètes des JO, puisque vous êtes aussi au cœur de cette belle opération. J'oublie des choses ? Tout à fait, non, tu n'oublies rien. Peut-être juste rappeler qu'on produit et on sert des repas et du facility management dans 45 pays dans le monde. Voilà, et donc nous avons une activité dans un secteur extrêmement concurrentiel, mais une activité très soutenue. Très bien. Alors, on va s'intéresser un peu à la Sodexo Academy parce que c'est un centre d'activité qui m'intéresse particulièrement. Mais juste avant, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu as un parcours qui est ultra intéressant avec à la fois, alors, quand même un dénominateur commun qui sont les HR, mais des expériences en entreprise, mais aussi tu as monté ta boîte. Oui. Alors, on va commencer vraiment au tout début de l'histoire avec ma question habituelle que j'aime bien poser, mais qui en dit souvent beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, je voulais avoir une activité dédiée à amener de la vitalité, je ne le disais pas comme ça, mais amener du bien-être pour les gens qui travaillaient. Parce que j'avais un papa qui travaillait énormément et qui n'était pas en très bon état, et que depuis toute petite, j'ai été sensibilisée au fait que je souhaitais contribuer au fait que les gens puissent travailler tout en ayant une vie parfaitement épanouie. Donc l'envie d'aider les gens à se sentir bien. Oui, à se sentir bien. Et du coup, à gagner leur vie tout en se sentant bien. Ouais. Et du coup, à l'école, qu'est-ce qui va t'attirer ? Tu as des matières en particulier, des domaines, ou d'autres contraires où tu te dis non mais là, c'est pas du tout moi ? Alors, moi j'ai un parcours, comme tu l'as rappelé Béatrice, dans lequel j'ai eu plusieurs expériences de nature différente dans mon activité professionnelle. Et en fait, pour mes études, c'est exactement la même chose. Je pense que j'ai un parti pris qui est résolument pluridisciplinaire, voire même transdisciplinaire. Donc, ce qui m'a toujours intéressée, c'est le fait de combiner des éléments de différentes natures. Donc, j'ai beaucoup aimé la sociologie, l'économie du travail. J'ai beaucoup aimé la philosophie et les sciences naturelles. J'ai commencé par des études d'ailleurs de lettres et je reste très très attachée à la littérature avant de m'orienter vers un master en sciences de l'éducation, puis j'ai fait de l'économie et de la sociologie du travail, et enfin j'ai fait une thèse en sciences de gestion. Donc j'ai toujours eu cette approche d'essayer de combiner les disciplines pour les amener au service d'une pratique professionnelle enrichie. Je ne pense pas qu'on puisse faire de la gestion en étant simplement gestionnaire, ni être manager en n'ayant appris que le management. Donc, la réalité est une réalité complexe pour les individus, pour chaque individu et pour les collectifs. Et donc, j'ai toujours essayé d'embrasser les choses de manière systémique. Donc, finalement, ce qui est génial, moi j'aime beaucoup cette approche, mais c'est très dur, je trouve, de trouver des études qui te permettent, tu vois, d'avoir cette pluridisciplinarité, on t'encourage très tôt à te dire non mais toi, faut te spécialiser. Tu vois, et c'est ça à l'école, c'est vraiment, t'es dans des voies où on te demande de choisir une filière et tu dois rester dans ta case, quoi. Alors oui, c'était vrai à mon époque. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses s'ouvrent peu à peu. En France, peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais quand on regarde les jeunes générations, la manière dont ils combinent à la fois leurs études, puis des activités au service de communautés, d'ONG, voire même la manière dont ils travaillent en étant slasher, comme on dit aujourd'hui, en ayant plusieurs activités. Pour moi, tout ça parle d'un mouvement général où on ne se réduit pas justement à une seule case et où finalement on peut incarner la complexité dans laquelle on vit. Donc attends, je résume. Donc tu as débuté dans les lettres, tu as eu un master en sciences d'éducation, tu as fait une thèse en sciences de gestion. Donc bon, là tu es bardée de diplômes. Et c'est quoi ta première expérience pro avec tout ça? Alors, ma première expérience pro, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil
où je faisais, qui était un petit cabinet de conseil, où je faisais à peu près tout en formation, montage des offres de formation, promotion de ces offres de formation et animation de ces offres de formation. Donc ça a été très très apprenant. J'ai beaucoup appris. Ensuite, j'ai intégré les industries électriques et gazières, où j'ai exercé à peu près tous les jobs RH depuis les jobs de terrain qui correspondent aujourd'hui à ce qu'on appelle les HRBP. Et puis petit à petit, je me suis spécialisée dans la gestion des compétences, la RSE. Donc j'ai fait des jobs très très opérationnels et très corporate. J'ai par exemple monté pour Gaz de France le premier comité d'entreprise européen. Donc ça, c'était très corporate. Et puis j'ai fait aussi du terrain et beaucoup de négociations avec les partenaires sociaux. C'est souvent une sacrée école. Énormément, ouais, voilà. Ça a été une école extraordinaire. Et du coup, finalement, dès les débuts, tu vas pas forcément être juste dans la learning. Tu fais un peu de relations sociales. Oui. J'ai fait à peu près tous les jobs possibles et imaginables dans la fonction HR, on va dire. Mais en revanche, à titre personnel, depuis que je travaille en entreprise et en cabinet, j'ai toujours enseigné. Oui, alors ça, j'ai vu. Tu as enseigné à l'ESCP, qui est quand même pas la moindre des écoles, notamment. Oui, enfin, j'ai commencé à enseigner à Panthéon-Assas, à Paris 2. Et aujourd'hui, j'enseigne depuis 14 ans à ESCP Business School. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu le souhait de continuer à évoluer. Pour moi, la formation, étymologiquement, formation, ça veut dire donner une forme. Et la forme, elle n'est pas rigide. Elle ne peut pas être rigide. Je n'ai jamais cru qu'on pouvait être bien formé et faire toute sa vie en se reposant sur les lauriers de sa formation initiale. Et puis, je pense que j'ai chevillé au corps cette envie d'apprendre. Et donc, pour moi, l'enseignement, c'est une manière de continuer à apprendre, d'être au clair avec ce que je fais, de le transmettre et de rester au contact des générations de gens qui sont différents de moi pour rester dans le flow. Mais alors, du coup, tu vois, alors c'est marrant parce qu'il y a quelques invités du podcast qui enseignent aussi à côté. Ils ont tous en commun quand même le fait que ça leur prend beaucoup de temps. Oui. Parce que du coup, tu dois, on oublie, c'est bosser ses cours, c'est et même accompagner des mémoires, faire des jurys de mémoire. Tout à fait. Ouais. Et toi, tu as choisi une discipline en particulier, un sujet sur lequel Moi, j'ai choisi, aujourd'hui, je dirige un certificat qui s'appelle Accompagner la transformation des entreprises. Donc, c'est un certificat ESCP Business School en Executive Education, donc qui s'adresse à des adultes. Qui consiste à les aider à accompagner la transformation digitale des entreprises et l'impact sur les organisations et sur les personnes de ces transformations digitales. Dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Ouais. C'est dans l'air du temps. Et du coup, c'est toi qui as battu un peu ton cursus, ce que tu voulais mettre dedans. Voilà. J'ai fait le design du cursus, les profs, oui, tout à fait. Excellent. Et du coup, ça devait être super excitant de dire, OK, là maintenant, j'enseigne à l'ESCP, qui est quand même, on va quand même dire, en France, il y a quand même le culte aussi des grandes écoles. Oui. C'est quand même dans le top 3 des grandes écoles. Oui. Super gratifiant, quoi. Oui, c'est très gratifiant. Et du coup, tu as des étudiants qui sont pas des jeunes étudiants en plus, mais qui sont des professionnels aguerris. Oui. Alors, niveau d'exigence va être quand même aussi assez élevé. Oui, alors, oui, bien sûr, le niveau d'exigence est élevé, mais je dirais que le niveau d'exigence des jeunes est également très élevé, parce qu'on a un challenge quand même de rester au contact de leurs préoccupations. Moi, je suis très sensible à une dimension que d'ailleurs, sur laquelle j'ai bâti un cursus chez Sodexo qui s'appelle l'empathisation. C'est une chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec la venue de parcours d'empathisation pour les écoles. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu peux nous expliquer ? L'empathisation, c'est vraiment une technique qui est bien connue chez les commerciaux, qui consiste à démarrer toute démarche en se mettant à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre. Et donc, quand on enseigne et qu'on se mettre dans les chaussures de jeunes étudiants, c'est pas évident parce qu'on n'a pas les mêmes partis pris, la même culture, le même vocabulaire, la même façon de voir les choses. Et donc, cette agilité pour pouvoir enseigner selon des canaux qui correspondent à leurs besoins et à leurs souhaits et non pas à
à ce que moi j'ai appris. Par exemple, aujourd'hui, on enseigne beaucoup plus en méthode inductive qu'en méthode déductive. On fait moins de top-down, on fait plus du bottom-up. On fait de la modélisation à partir de ce qu'ils disent, plus que de présenter des modèles et de leur dire voilà comment il faut les appliquer. Bon, dit comme ça a l'air très simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, je trouve que le contact aux jeunes générations est un challenge parce que nous sommes constitués de manière différente et nous avons des partis pris qui sont assez souvent différents. Je me souviens, alors modestement, moi j'avais enseigné juste un semestre à Dauphine et j'avais pris une claque, mais énorme. Déjà, t'arrives, t'as la posture de professeur. Alors j'étais plus jeune, donc en plus t'as vraiment ce côté, oula, t'es jeune. Et en fait, déjà t'es en concurrence avec YouTube en fait. Et il y a énormément de connaissances qui sont déjà accessibles. Donc si t'es pas là à proposer une vraie expérience, les faire réfléchir, vraiment te concentrer sur la mise en pratique, ton cours ne sert à rien. Et le niveau d'exigence, t'as raison, il est super dur. Et en plus, t'es en concurrence avec le téléphone qui est sur la table ou autre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les profs. Moi aussi. À commencer par les profs des petites classes qui sont si importants dans la structuration d'un être humain. Et donc, pour moi, pour revenir sur cette histoire d'empathisation, cette empathisation est clé pour créer une expérience. L'expérience ne peut être vécue qu'à partir du moment où elle correspond à la personne à qui elle s'adresse. C'est basique comme propos, mais pour le faire vivre, c'est pas si facile. Surtout quand on est différent. J'imagine. Donc, t'enseignes à côté, du coup, à l'ESCP aujourd'hui. Oui. Et alors moi, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur une étape qui est importante de ta carrière parce que t'as décidé de franchir le pas et t'as monté ta boîte. Oui. Et j'ai un énorme respect pour les entrepreneurs parce que du coup, c'est quand même un sacré parcours de dire à un moment, ok, je m'arrête, je prends un risque, je quitte aussi le confort d'une boîte, fini les tickets resto, le CDI, etc. Quel a été le déclic où tu t'es dit, ok, je me lance? Alors, je crois que tu l'as compris, moi je suis passionnée depuis mon plus jeune âge par le développement des personnes. Et donc, je me suis très tôt intéressée au développement des personnes et au coaching. Et donc, j'ai été formée au coaching, à tout un tas de techniques. Et j'avais à cœur de connaître d'autres environnements que les industries électriques gazières, dans lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir et où j'ai vécu des années professionnelles merveilleuses. Mais lorsque j'allais avoir 40 ans, je me suis demandé dans quoi je me projetais. Est-ce qu'être membre du COMEX, ça me faisait rêver ? Il y avait une part de moi très ambitieuse qui en avait envie, et puis une autre qui disait « mais tu vas pas rester dans cet environnement toute ta vie, il y a d'autres choses ». Donc moi, j'ai créé cette entreprise de coaching essentiellement pour pouvoir mettre en application mon essence transdisciplinaire, c'est-à-dire fonctionner en écosystème. Donc j'ai accompagné des patrons de start-up, des comex de start-up, des gens du CAC 40, des gens d'ONG. Et en fait, cette création d'un écosystème qui est composé d'éléments très divers, m'a très très bien correspondu. Donc ça a très bien marché pendant 14 ans, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait de l'accompagnement individuel, collectif. Mais, attends, je m'arrête un instant, Nathalie, parce que quand je t'écoute, on a l'impression que c'est très simple, tu vois. Mais il y a aussi, alors on sent qu'il y a une énergie créative qui est là, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi aller chercher ses clients. Ça a été très faire simple. Une clôture de bilan. Ça s'est pas passé comme ça pour moi. Ça a été très simple. Ton premier client, il est venu comment ? Alors, mon premier client est venu, j'ai été associée par un coach que je faisais travailler lorsque j'étais DRH du mass market chez GDF Suez, à une grande opération pour la Caisse des dépôts et consignations et le Collège Polytechnique pour développer des hauts potentiels qui étaient amenés à être cadres dirigeants de la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça m'a fait un ticket d'entrée formidable. Et en fait, je crois qu'un entrepreneur qui est prêt, le business vient à lui. Alors, on peut dire c'est une croyance un peu magique, mais sauf que la vie reflète en fait notre état de maturité et de prédisposition à certains événements. Lorsque c'est prêt, c'est prêt. Alors, ça, c'est la partie facile. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'acte commercial. Je n'ai jamais fait d'acte commercial.
Et j'ai fait vivre tout un écosystème de coachs. Donc ça s'est bien passé, vraiment bien passé. La partie la plus difficile, c'est avoir 3 assistantes et se retrouver tout d'un coup dans un petit bureau derrière son ordinateur, sans assistante informatique, sans personne pour gérer quoi que ce soit, et puis pour gérer toute la paperasse qui n'est pas du tout ma passion. Pas la partie glamour, je confirme. Voilà. C'est la partie horrible. Mais sinon, pour la partie activité en tant que telle, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et que, de par mon fonctionnement toujours et très écosystémique, en fait, l'écosystème vient chercher des ressources là où elles sont. Et donc, quand on fait partie d'un écosystème, on est dans un flow, en fait. Exactement. Et puis, si tu fais du bon boulot, tu as une réputation aussi qui se construit. Et ensuite, tu as la force des recommandations. Donc, pendant 14 ans, du coup, tu fais grandir ta boîte. Oui. Et ensuite, tu es happé par un grand groupe. Comment ça se passe? C'est Sodexo qui vient frapper à ta porte et qui dit, écoute, Nathalie, j'aime ce que tu fais. Est-ce que tu peux le faire en interne? Comment est-ce que... Alors, après la crise Covid, j'ai développé pour Sodexo France, avec la présidente de la France et la DRH de la France, un programme de leadership empathique, on y revient, et collaboratif, qui était un programme qui était bien plus qu'un programme de formation, c'était un programme d'accompagnement, donc un peu sur les modalités du team coaching, donc de manière très appliquée, pour faire en sorte que, après cette crise Covid, Sodexo France puisse redémarrer son business en ayant une approche cross-segment. Sodexo était organisé en segments. Il y avait le segment, par exemple, école, hôpitaux, prisons, etc., qui puissent travailler ensemble pour faire redémarrer l'activité. Donc, j'ai bâti un programme, ça s'est très bien passé, et donc la DRH du groupe m'a demandé si je pouvais faire la même chose au niveau du global, donc pour l'ensemble des pays, ce que j'ai commencé à faire. Puis Sophie Bellon, la fille du fondateur, est arrivée présidente et CEO de l'entreprise, et a décidé, avec la DRH Annick Devancé, de créer ce qu'on appelle la Sodexo Academy. Et donc, elles sont venues me chercher en me disant... il faut que tu viennes, c'est fait pour toi, ça serait bien, voilà. Donc, moi, Non, mais attends, excuse-moi, encore une fois, tu dis des choses très naturellement. Là, on parle quand même du groupe Sodexo. Tu arrives avec un niveau de sponsorship où la famille, DRH, t'adoube. Oui. Quand même, ça donne oui, tout certaine à fait. puissance au moment de poser une feuille de route, j'imagine, quoi. C'est clé. C'est clé pour pouvoir pousser des choses nouvelles et faire en sorte que la formation, ou plutôt l'apprentissage, on y reviendra peut-être, contribue véritablement à la transformation de ce groupe, à son évolution. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur la culture en fait de Sodexo? Parce que tu le disais, il y a une famille, le père fondateur est Pierre Bellon. Oui. Il y a des valeurs qui sont très fortes. Comment est-ce que tu définis, parce que du coup, tu as côtoyé beaucoup d'entreprises très différentes, quels seraient les mots que tu mettrais sur la culture d'entreprise? La culture d'entreprise, elle peut vraiment se résumer dans les 3 valeurs fondatrices du groupe qui ont été dès l'origine posées par Pierre Bellon, c'est-à-dire esprit d'équipe, esprit de service et esprit de progrès. Donc ça, c'est un point vraiment clé, parce que pour Pierre Bellon, et on le voit dans tous ses écrits, il n'y a pas de développement de l'entreprise sans qu'il y ait un développement des hommes en parallèle. Ça, c'est un parti pris qui est très fort et qui n'est pas forcément partagé par tous les groupes. D'ailleurs, il est important de rappeler que Pierre Bellon a été le fondateur de l'APM, l'Association pour le progrès du management, qui est une association aujourd'hui encore extrêmement active dans toutes les pays francophones. Donc ça, c'est quand même très rare. Je m'arrête sur le fait que tu vois l'esprit de progrès soit mentionné dans les valeurs. C'est quand même assez rare. On voit des valeurs, équipe, collaboration, mais là, du coup, c'est ancré dans le marbre, quoi. Oui, c'est vraiment ancré dans le marbre. Et c'est une des raisons qui m'a poussée à rejoindre ce groupe, avec le fait qu'il opère dans un domaine d'activité qui me passionne, qui est la nourriture. Mais être Chief Learning Officer dans une entreprise dont l'un des piliers est l'esprit de progrès, c'est vrai que c'est extrêmement motivant. Et donc cet esprit de progrès, je m'attache
à le traduire dans des dispositifs d'apprentissage. Je parle pas de formation, mais plus d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un lieu de commun que de dire que on souhaite créer des entreprises apprenantes. Mais ces entreprises apprenantes, elles sont au cœur de ce que nous essayons de faire chez Sodexo. Il ne s'agit pas simplement de former des gens à certaines disciplines, qu'elles soient techniques ou comportementales, mais de leur donner ce goût d'apprendre en continu tout au long de la vie. Et donc ça passe par à la fois, alors comme on est très nombreux, 430 000 salariés, tu le rappelais, il y a évidemment toute une partie en e-learning. Mais nous avons totalement remis à l'ordre du jour des webinaires avec de l'interaction, des formations en présentiel, même dans des pays comme les États-Unis où la culture n'est pas au présentiel. Nous avons poussé une offre globale de coaching, de mentoring, incluant du reverse mentoring. Et puis, la clarification de tout ce que l'on peut apprendre dans l'exercice de ses fonctions. Puisque, en tant qu'adulte, on peut se saisir de son activité comme une activité dans laquelle on produit, on fait ce qu'on a à faire, et aussi dans laquelle on apprend. Donc tout ça nécessite de la conscience de soi, de la réflexivité, faire un pas de côté, regarder ce qu'on fait et regarder comment l'améliorer. Et alors du coup, tu vois, quand tu parles de conscience de soi, tu touches plein de sujets qui sont très très personnels. Comment tu arrives à... Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais bâti un cursus au sein de Sodexo sur l'empathisation. Tu vois, ce sont des thèmes, moi j'adore, mais ce sont des thèmes qui sont parfois jugés très abstraits, très théoriques. Comment est-ce que tu arrives à le rendre opérationnel? Parce que, juste pour rappeler du coup, dans la population de Sodexo, tu as à la fois des populations plutôt sièges, qui sont du coup sur des fonctions support. Tu as une population aussi très opérationnelle, qui est basée sur le terrain, qui va servir les repas. Donc une population qui est extrêmement diverse. Comment tu fais pour adresser ces populations très différentes, leur pousser des thèmes qui peuvent être parfois très abstraits ou très théoriques? Longue question, excuse-moi. Oui. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on peut utiliser ces mots sans qu'ils se traduisent dans des choses concrètes. Aujourd'hui, nous avons amené de la conscience de soi, de la réflexivité individuelle et collective auprès des 1600 senior leaders du groupe. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis en fonction. Comment on fait ça? Donc aujourd'hui, la Sodexo Academy, elle couvre le développement de l'ensemble des collaborateurs depuis les top exécutives jusqu'aux frontliners sur le terrain. Ce qui est tout à fait nouveau, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de formation globale pour les frontliners. Donc ceux qui bénéficient aujourd'hui de cette conscience d'eux-mêmes, ce sont essentiellement les top 1600. Comment avons-nous procédé? Nous avons commencé par un test pour chacun d'entre eux avec un débriefing qui est un test qui est loin d'être neutre. C'est un test qui combine à la fois la personnalité des personnes, c'est-à-dire ce qui est immuable, qui restera là jusqu'à la fin de leur vie, avec des préférences comportementales qui, elles, sont liées à la maturité professionnelle, à la nature des activités qu'on exerce. Et ensuite, nous avons mis en place des team coaching, des coachings d'équipe au sein de l'ensemble des COMEX du monde, dans lequel ils sont allés creuser à partir de ces caractéristiques individuelles, comment ils pouvaient interagir avec les autres membres du COMEX de manière productive, efficace, dans la durée. Donc, c'est passé par comment on incarne cette technique d'empathisation, comment je me mets à la place de Béatrice, de ce dont elle a besoin, de ce qui la meut, pour pouvoir m'adresser à elle sur les canaux qui correspondent à ce dont elle a besoin. Autre point, ce sont que des fondamentaux. Feedback, donner et recevoir du feedback. Réapprendre à donner du feedback et à le demander pour faire en sorte que ce feedback ne soit pas juste l'expression d'une situation, mais qu'il soit véritablement source de progrès.
travailler sur les méthodes collaboratives. On parle tous de fonctionnement collectif, intelligence collective, mode collaboratif. En fait, il y a des techniques pour ça, telles que le design thinking, par exemple, qui commence par une technique d'empathisation. Et puis, autre point essentiel que j'aurais dû citer en premier, c'est le prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. On ne peut pas, si on n'a pas de bande passante pour être attentif à soi, à son mode de fonctionnement, on ne peut pas amener ça dans le reste de l'organisation pour les collaborateurs. Donc, je réagis, Nathalie, parce que moi j'adore prendre soin de soi pour prendre soin des autres, mais j'imagine, tu vois, des comex composés quand même essentiellement, je vais être très caricaturale, d'hommes, cinquantaine, soixantaine, oui. Focus business, rentabilité, actionnaire, et t'arrives avec la conscience de soi, la réflexivité. Là, l'accueil, il a été comment? Ils ont pas Alors au début, il était contrasté, on va dire. En disant on l'a déjà fait, ces programmes ça marche pas, c'est quoi l'impact sur le business, etc. Aujourd'hui, on a des retours de ces mêmes membres de Comex qui disent qu'en fait, ils n'ont jamais suivi une formation de cette nature. Ouais, ça m'étonne pas. Mais c'est transformant. Hein. C'est transformant. Et en fait, c'est un lieu commun que de dire qu'il y a une grande solitude du dirigeant. Et donc, en fait, il y a un besoin pour chacun de ces dirigeants de revenir aussi à des formes de relation à soi et relation aux autres, particulièrement authentiques et profondes, pour continuer à se nourrir, parce que sinon on peut passer sa vie à donner, ce qui est essentiel. On est là pour ça, pour produire, mais pour pouvoir donner, on ne peut donner que ce que l'on a. Donc on a la nécessité d'un renouvellement, d'un enrichissement. Et en fait, ça a permis à chacun, je crois, la technique introspective, pour tous ceux qui la pratiquent, on sait qu'il y a un avant et un après. Ça permet de garder un niveau de vitalité en soi que l'on peut essaimer auprès des autres. Le mouvement qui consiste à donner, c'est la même chose lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est malade. Même si on a le désir d'accompagner cette personne et de consacrer tout son temps à ça, si on veut lui apporter quelque chose de bon, il faut qu'on ait ces temps de réflexivité. Donc voilà, le temps de l'aller vers l'autre doit être combiné par un mouvement, c'est toujours une histoire de polarité, d'un retour à soi pour être en capacité de continuer à donner. Donc en fait, ça a été très apprécié. On voit en France, qui a été la première région à démarrer, qu'il y a un impact des sites qui ont fait ce programme et de ceux qui ne l'ont pas fait, en termes de turnover, d'absentéisme. Donc, il y a une traduction concrète. Alors, on pourrait me dire comment établis-tu la corrélation directe entre ton programme et ça? Bon, il se trouve que quand même, les sites qui ont fait ce programme et ceux qui ne l'ont pas fait n'ont pas le même niveau de turnover, d'absentéisme et d'engagement, puisqu'on fait un survey. Du concret, ça, c'est du concret. Simplement, il fallait, comme tu l'as relevé très justement tout à l'heure, le buy-in d'une présidente et d'une DRH pour se lancer dans la mise en œuvre d'un programme, parce que oui, leadership empathique et collaboratif, toutes les entreprises ne font pas ça. Clairement. Voilà. Donc là, on le voit, tu peux travailler sur des programmes assez sensibles, parce que vraiment, travailler sur les programmes de Comex, en général, les directions learning, ils vont à pas de velours, parce que c'est très sensible. Et ensuite, tu disais, tu adresses également, dans le cadre de ton académie, les frontliners, qui, eux, sont soumis aussi à une énorme pression, parce que des enjeux opérationnels, la réalité du terrain, on leur demande aussi de s'adapter aux évolutions. Quels sont tes enjeux pour cette cible plus spécifique ? Alors, cette cible spécifique, on a un enjeu énorme d'attraction et de rétention des frontliners. On n'est pas très originaux sur le sujet. La plupart des entreprises ont les mêmes problèmes. La particularité que nous avons, c'est que nos frontliners ne travaillent pas chez Sodexo, mais la plupart travaillent chez nos clients. Par exemple, si je prends Sanofi, nos frontliners travaillent chez Sanofi. Donc, c'est vrai que ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Donc, il est clé pour nous d'avoir des frontliners qui exercent bien l'activité qui est la leur et qui soient dans un niveau un terme très à la mode, mais que je ne sais pas dire autrement. Il y a esprit de service, mais il y a le terme hospitality, qui est que nous souhaitons
que chacun de nos frontliners, au-delà de l'exercice de leur fonction, qu'ils soient agents de nettoyage ou qu'ils soient en cuisine, à la vaisselle ou à l'épluchage des légumes, peu importe, est un niveau d'hospitality, ce qui commence par avoir un contact avec le client, pouvoir adresser un sourire, reconnaître ce client, interagir avec le client, prendre le feedback du client s'il en a un, et quelle qu'en soit la nature, et pouvoir faire quelque chose de ce feedback. Donc aujourd'hui, nous avons un programme d'accompagnement d'intégration des frontliners qui est composé de 3 briques. Le premier, c'est leur donner la connaissance qu'ils travaillent chez Sodexo et qu'est-ce que ça veut dire de travailler chez Sodexo. Donc ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que depuis l'origine de l'entreprise, Pierre Bellon a mis en place un ascenseur social qui est réel. Et donc, nous voulons que chaque frontliner sache qu'il a la possibilité chez Sodexo de se former, d'évoluer s'il le souhaite. Et ça, c'est absolument clé. Donc, c'est ça, parce que tu n'es pas cantonné. En fait, tu peux démarrer vraiment à des postes très, très opérationnels, mais il y a la possibilité à un moment d'évoluer, de devenir manager. Absolument. Et de faire carrière, comme on dit. De faire carrière, c'est exactement ça. Donc cet ascenseur social, ils ne peuvent le connaître que s'ils savent qu'ils travaillent chez Sodexo et qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les valeurs de chez Sodexo, esprit de service, esprit d'équipe, esprit de progrès, quelle est l'histoire de Sodexo, quels sont les parcours inspirants de frontliners qui ont évolué. Donc ça, c'est absolument clé. Première brique, j'appartiens à Sodexo. Deuxième brique, c'est ma brique hospitality, service client. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler chez Sodexo ? C'est quoi le minimum, au-delà de mon activité, dans l'interaction avec le client en termes d'accueil, service et interaction avec le client ? Et troisième brique, et non la moindre, c'est comment je m'assure et je crée un environnement de travail qui soit sécure pour moi et pour les autres. Donc la sécurité individuelle et collective est au cœur de ce que nous avons à développer sur nos sites. Donc ces 3 briques sont au cœur du dispositif pour les frontliners et c'est un programme que nous déployons pour l'ensemble de nos frontliners dans le monde. Très clair. Et du coup, Nathalie, je m'arrête un peu sur les coulisses de la Sodexo Academy, qui est assez jeune, tu disais, qui a maintenant 2 ans. Comment est-ce que tu as combien de personnes dans ton équipe ? Quelles sont les compétences que tu as été chercher ? Comment tu as construit un petit peu ton académie ? L'académie est constituée d'une communauté. Donc il y a les personnes qui travaillent avec moi au siège à Issy-les-Moulineaux et j'ai donc dans mes équipes corps, on va dire, une équipe de 7 personnes au siège et j'ai 3 personnes en Inde et 2 personnes en Grande-Bretagne. Mais j'ai surtout une communauté de correspondants partout dans le monde qui sont les correspondants Learning and Development dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Nous avons 45 pays. Oui. Donc on a une communauté que nous animons et avec laquelle nous travaillons. Donc, ils ne me sont pas rattachés hiérarchiquement pour l'instant, en tout cas, mais nous avons un mode de fonctionnement, nous fonctionnons ensemble. Et donc, on a une offre au niveau de la Sodexo Academy qui est une offre globale, qui est le minimum commun qu'on souhaite assurer pour tous les collaborateurs, depuis les top exécutifs jusqu'aux frontliners, en passant par tous les managers, évidemment. Et nous accompagnons chacune des régions et des pays à customiser cette offre globale en fonction de leurs propres challenges, enjeux, réglementations, pour faire en sorte qu'on soit sûr d'avoir un minimum proposé à tous nos collaborateurs dans le monde. Mais après, il faut le customiser. Il ne s'agit pas de standardiser l'offre, mais de les aider à gagner en qualité avec cette offre, puisque ça s'appelle Sodexo Academy. Académie, c'est le terme qui vraiment manifeste le fait que nous amenons de la qualité dans les offres de formation que nous proposons avec de l'assessment des compétences, des parcours de formation qui intègrent des temps d'intégration de learning, comment je vais l'appliquer dans mon exercice professionnel, à quoi je vais voir que j'ai véritablement acquis cette compétence, comment je vais pouvoir l'enrichir au fil de l'eau. Donc ça, c'est absolument clé. La logique de l'académie, c'est d'être dans une ingénierie pédagogique très poussée, quoi. Assez poussée pour que cette réflexion, petit à petit, soit celle des apprenants
Et infuse. Et du coup, je reviens juste sur Oui. ton organisation avec tes régions. Il y a un vrai besoin de customisation de l'offre locale. Parce que du coup, tu vois, je sais qu'il y a, par Oui. exemple, si on va dans les industries comme L'Oréal, Oui. les cultures sont très différentes dans la façon d'appliquer du make-up en Asie ou ailleurs. Là, c'est pareil dans la restauration. Est-ce qu'on adapte plus la réglementation, l'aspect sécurité, normes, ou il y a d'autres pratiques vraiment culturelles différentes? Il y a d'autres pratiques culturelles. Ces pratiques, elles peuvent être à la fois liées au pays, mais peuvent être liées également au segment. Par exemple, ce qu'on fait pour les écoles peut être différent de ce qu'on va devoir faire pour les hôpitaux, par exemple. Et je dirais que cette customisation, si elle ne se justifie pas toujours sur le fond, parce que finalement, former un manager, manager, c'est toujours, qu'on le dise d'une manière ou d'une autre, organiser l'activité, animer une équipe, faire du reporting. Enfin bon, il y a des activités qui sont un peu... Mais il nous faut garder ce temps de customisation, ne serait-ce que pour que les gens se l'approprient, puissent mettre les termes qui sont les leurs, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres, et puis pour faire en sorte qu'ils s'approprient suffisamment ces parcours pour pouvoir les promouvoir. Je comprends. Ça fait partie aussi du process. Ça fait partie du process d'appropriation. Ouais. Et du coup, Nathalie, j'arrive sur la partie un peu plus personnelle de ce podcast, puisque tu as une vie qui est bien remplie, je vois. Est-ce que tu as des méthodes un peu pour breaker? Tu as construit ta semaine pour sortir un peu la tête de l'eau, pour ne pas être... Tu t'es mis des règles un peu d'emploi du temps ou... Alors, oui, tout à fait. J'essaye de m'appliquer à moi-même ce que j'ai... c'est pourquoi j'ai accompagné tant de mes clients précédemment. Hein. Donc, l'idée selon laquelle on peut breaker, comme tu le dis, avec des temps suffisants, j'y ai renoncé, je sais que c'est pas possible. Mais en revanche, ce que j'ai vraiment gardé dans mon agenda, c'est qu'on appelle en coaching les états séparateurs. C'est-à-dire que j'essaye d'appliquer des réunions dans lesquelles je peux avoir ne serait-ce que 2 minutes d'une réunion à une autre pour respirer. Des petits breaks entre chaque réunion. Ouais. Faire un peu de cohérence cardiaque, qui est une pratique à laquelle je tiens beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Tu peux m'expliquer? La cohérence cardiaque, c'est une technique respiratoire assez simple, pour laquelle on peut trouver tout un tas de vidéos sur le net qui nous guident très très bien, qui consiste à respirer avec des temps particuliers, ce qui permet de remettre son cerveau dans un état de fluidité. Quand je suis très stressée, j'ai plusieurs manifestations qui arrivent. Je peux transpirer, je peux perdre le fil de ma pensée, ou je peux avoir des idées très claires, mais ne pas être en capacité de les exprimer. Donc la cohérence cardiaque, c'est ce qui permet de se remettre en ligne, on va dire. Donc les 2 lobes du cerveau, la tête et le corps, voilà, de tout remettre en ligne. Donc cette technique, j'y tiens beaucoup. Ces états séparateurs sont accessibles, ils ne nécessitent pas beaucoup de temps et ils me permettent de rester en bon état de vitalité. Et puis je pratique de manière extrêmement régulière le yoga, qui pour moi est une pratique. Une discipline en particulier, parce que je sais qu'il y a des puristes. Alors, yoga Kundalini, yoga Vipassana, je suis perdue. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont à fond en revanche. Une fois que tu as essayé, j'ai l'impression que tu es embarqué. Voilà. En yoga, je suis aussi assez transdisciplinaire, c'est-à-dire que je pratique différents types de yoga. Il y a du yoga yang assez actif, il y a du yoga yin qui est du yoga passif. Après, dans ces 2 courants, il y a plusieurs techniques. Moi, j'alterne les 2 parce que nous sommes constitués de 2 polarités. L'énergie d'y aller, celui de se reposer, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Et donc, cette transdisciplinarité me suit même dans ma pratique de yoga. Donc, j'en pratique plusieurs. Et à côté, tu es aussi une fan de nourriture, tu es une foodista. Oui. Tu arrives à te refaire encore des bons restos de temps en temps? Oui. Ou tu cuisines? Qu'est-ce que tu... Les 2. Je fais les 2. Voilà, pour moi, c'était au cœur de mes motivations pour rejoindre Sodexo. Hein. Former des chefs pour les aider à pour proposer de la nourriture qui soit goûteuse, saine pour les personnes et profitable et bénéfique pour la planète, c'est au cœur de ce qui me motive.
Donc moi, je cuisine pas mal. Je fais mon marché 2 fois par semaine. Un style de cuisine un peu qui te caractérise, c'est plutôt cuisine fusion, méditerranéenne. Je végétalise beaucoup ma nourriture. Dans l'air du temps, comme les grands chefs. Oui, voilà, comme les grands chefs, pour des raisons de conviction personnelle aussi. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'acheter vraiment des produits sains et de les mettre en valeur, plutôt avec des cuissons douces à la vapeur. Voilà, je sens que tu cuisines vraiment mieux que moi parce que je ne pourrais pas utiliser tous ces termes là en une seule phrase. je sens qu'il y a un niveau. Ok. Il y a une passion en tout cas. Il y a une passion, ok, c'est une bonne réponse. Ouais. Et est-ce que tu as des livres ou des expos, des podcasts que tu nous recommandes, des coups de cœur récents, même des séries, films? En fait, c'est pas récent, mais je suis replongée actuellement dans la relecture des livres de Christian Bobin. Donc Christian Bobin est décédé et cet homme, en fait, j'aimerais vraiment, si certains auditeurs ne le connaissent pas, que vous puissiez lire à minima La part manquante, ouais. Parce que cette écriture et ce qu'elle met en résonance, en tout cas en résonance pour moi, est très profond, très vibrant et assez merveilleux. Donc c'est pas d'actualité, mais revisiter Christian Bobin est mon actualité. Très belle référence, une écriture qui est très ciselée, c'est magnifique. Je crois qu'il avait d'ailleurs reçu un prix d'Académie pour... j'étais en train de regarder La part manquante, je crois. Moi, j'ai découvert très tardivement, il y a 1 an ou 2. Donc on repart avec une très belle recommandation de lecture. Merci beaucoup Nathalie. On sent une très belle énergie, on sent que tu ne restes pas dans une case. En fait, effectivement, tu disais, tu les fais sauter, j'ai l'impression. Moi, je retiens une phrase qui m'a aussi beaucoup plu, c'était prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Un monde où on est tout le temps stressé, on court, on a beaucoup de pression. C'est une phrase qui me parle beaucoup. Merci pour ton retour d'expérience. Merci et à pour toi. Ton témoignage très authentique. Je retiens également la compassion, le parcours que tu as lancé. Je trouve que c'est un beau défi de se dire qu'on va former un COMEX à la conscience de soi. Je pense que ça va sûrement éveiller les curiosités. Je vous invite à retrouver Nikou Nathalie, qui est également active sur LinkedIn. Je vous dis à très bientôt, Amis de la RH. Et merci beaucoup Nathalie. Merci.